Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette webconférence de Jury Travail. Je suis ravie de vous retrouver. Je suis Myriam Victor, chargée des CSE et comme bon nombre d'internautes qui se joignent à nous, je suis également élue de CSE. Je suis secrétaire et déléguée syndicale. Donc, je suis ravie vraiment de vous accueillir à cette webconférence qui porte sur un sujet essentiel pour les instances, à savoir le processus électoral au niveau des élections du CSE. Donc, pour cette webconférence, je suis accompagnée par Kevin Lemoyec, que vous connaissez déjà pour certains d'entre vous qui ont déjà assisté à certaines de nos webconférences. Donc, Kevin est juriste, expert en droit social, et c'est lui qui répond à vos questions au téléphone lorsque vous appelez notre pôle de juristes basé à La Rochelle. Bonjour Kevin. Bonjour à tous, merci Myriam. Bienvenue à tous pour cette webconférence. Donc moi, je suis Kevin Lemoyec, je suis juriste expert en droit du travail sur le pôle Jury Travail Entreprise et c'est moi qui réponds aux questions de nos abonnés et peut-être de vous si bientôt vous serez abonné chez nous. Alors, quelques mots pour présenter Jury Travail à celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Donc, Jury Travail est le leader de l'information juridique en ligne et Jury Travail fête cette année et je crois plus précisément le mois prochain son 20e anniversaire. Donc, ça fait très longtemps que nous existons. Donc, nous avons une équipe de 50 juristes qui sont tous diplômés Bac+5 et nous avons également plus de 700 avocats. Il décrypte pour vous l'actualité juridique et rédige des dossiers thématiques, mais également des modèles de lettres ou de contrats ou d'accords qui peuvent vous permettre de gagner du temps au quotidien au cours de vos mandats. Nous sommes également ravis de saluer nos 3000 abonnés qui font confiance à nos services depuis, pour certains, de très nombreuses années. Donc, nos services, en fait, il s'agit d'accompagnement juridique. Nous avons deux formules qui vous permettent de contacter un juriste qui répondra à toutes vos questions, quel que soit le domaine de droit. Ça peut donc très bien concerner, là je parle vraiment plus pour les élus, vos missions d'élus, mais également des problèmes relationnels avec un des prestataires du CSE, par exemple. Ça peut tout à fait être faisable également. Ce n'est pas uniquement réservé au droit social. Vous avez accès également à toute notre base documentaire, donc composée des dossiers dont je vous parlais et des modèles de lettres, de contrats et d'accords. Et vous avez bien évidemment accès à votre convention collective qui est toujours à jour des derniers accords. Alors, rentrons un petit peu dans le contexte de cette webconférence. Comme vous le savez, les CSE ont été mis en place par les ordonnances Macron et ont été rendus obligatoires dans toutes les entreprises de plus de 11 salariés au 1er janvier 2020. Donc, il se passe quelque chose qui n'était jamais arrivé depuis très, très longtemps, à part depuis la mise en place des comités d'entreprise. C'est que quasiment toutes les entreprises réorganisent leur réélection en même temps. Et là, la nouvelle instance doit être réélue pour le 1er janvier 2024. Alors, pour voir avec vous un petit peu le sommaire, donc on va avoir quatre grandes parties dans cette webconférence. D'abord, la mise en place du CSE. Ensuite, on se concentrera sur le calendrier des élections du CSE qui est très encadré et le protocole d'accord préélectoral. Ensuite, nous verrons qui peut être candidat au CSE et comment constituer concrètement les listes. Enfin, nous terminerons avec les votes et les résultats, avec l'attribution des sièges, le calcul de la représentativité syndicale, par exemple. Donc, nous allons commencer avec la mise en place du CSE par une première question.
quand une entreprise doit-elle mettre en place un CSE? Effectivement, c'est la question de base à se poser, sauf évidemment quand on a déjà un CSE en place, mais la première question à se poser au niveau du CSE, c'est quand est-ce qu'on le met en place? La règle est relativement simple à première vue, c'est dès lors qu'une entreprise atteint les 11 salariés sur 12 mois consécutifs. Alors on parle de 11 salariés, on parle de 11 équivalents temps plein. Donc il faut toujours proratiser lorsque vous avez des temps partiels. Donc dès lors que vous avez ce seuil de 11 salariés qui est atteint sur 12 mois consécutifs, il y a l'obligation de mettre en place le CSE. Le calcul du nombre de salariés va être extrêmement important parce que c'est également ce nombre qui va vous donner le nombre d'élus à avoir. Pour vous donner une idée, il faut, alors c'est là où c'est à la fois simple et à la fois un petit peu complexe, cette mise en place du CSE. On a nos 11 salariés, on met en place notre CSE sur 12 mois consécutifs. La question, c'est combien est-ce qu'on a d'élus? Eh bien, pour le savoir, il faut regarder le nombre de salariés qu'on a, en théorie, au jour du premier tour du scrutin. Alors, c'est toujours un chiffre un peu théorique qu'on n'a pas forcément, donc c'est pour ça qu'il faut un petit peu envisager combien de salariés on aura au premier jour du scrutin. Et il y a autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est que cet effectif théorique, il faut se référer à l'effectif moyen au cours de l'année précédant les élections. Alors, pour faire très simple, en réalité, votre nombre d'élus dépendra de votre effectif moyen lors des 12 derniers mois précédant votre premier tour. C'est une solution dégagée par la jurisprudence assez logique, car imaginons un cas, vous recrutez pour X ou Y raison 10 CDD, qu'on a un employeur qui recrute pour X ou Y raison 10 CDD une semaine avant ce premier tour, ça n'aura pas forcément un impact très important au niveau du nombre d'élus, parce que ce nombre de ces CDD vont avoir une place moindre dans ce calcul des effectifs, dans la mesure où on fait un calcul moyen sur les 12 derniers mois. Et très important aussi, parce qu'on a souvent la question, cet effectif moyen, vous allez avoir un chiffre très probablement qui va être un chiffre virgule quelque chose. Ce calcul, forcément, on n'arrive jamais, très rarement, sur un chiffre rond. Ce qui est très important de savoir dans ce cas-là, c'est qu'aucun texte ne prévoit un arrondi. Donc ce chiffre à virgule, on le garde. Pas d'arrondi au supérieur au niveau de ce calcul. Après, il y a possibilité de négocier certaines choses, mais ça, on verra ça tout à l'heure sur la mise en place du protocole d'accord préélectoral. Merci beaucoup, Kevin. Donc, un salarié peut-il demander de lui-même à son employeur de mettre en place un CSE, ou est-ce que c'est l'employeur qui doit forcément prendre l'initiative? Alors, théoriquement, c'est l'employeur qui prend l'initiative de la mise en place du CSE. Si jamais il ne le fait pas, ça peut être un salarié ou même une organisation syndicale qui va demander à l'employeur la mise en place de ce CSE. Et dans ce cas-là, ça c'est simple, l'employeur doit engager la procédure de mise en place dans le mois qui suit la réception de cette demande. À condition, bien sûr, de remplir les élections dont on a parlé, enfin les conditions, pardon, dont on a parlé tout à l'heure. Exactement. Le piège pourrait être, par exemple, un salarié qui va demander, parce qu'on aurait atteint 11 salariés, mais on ne serait pas sur 11 équivalents temps plein. Parfois, les salariés n'ont pas forcément accès, c'est pour ça que ça provient quand même assez rarement des salariés, mais vous pouvez avoir effectivement une entreprise de 11 salariés, mais avec beaucoup de temps partiel. Donc, dans ce cas-là, vous n'aurez pas atteint vos 11 équivalents temps plein qui vous obligent à mettre en place ce CSE. Ou alors, on n'aurait pas forcément les 12 mois consécutifs dont tu parlais précédemment. Et ça, c'est vrai que quand on est simple salarié, on a du mal à savoir qui est rentré quand dans les effectifs de l'entreprise. Exactement. Un mois où l'effectif passe juste en dessous de 11, et ben on repart à zéro. Oui. À ne pas oublier, effectivement. Alors, concernant maintenant le calendrier, quel calendrier électoral les entreprises doivent-elles respecter pour organiser ces élections? Alors là, on va évoquer vraiment le début de la procédure. Dès lors que le seuil, on ne vous parle pas de renouvellement, on en parlera après, du renouvellement, mais là, on va partir du principe du CSE du CSE de l'entreprise, qui vient d'atteindre les 11 équivalents temps plein. Donc, dès lors que ce seuil est franchi, l'employeur doit informer
le personnel de l'organisation de cette élection. Et pour ça, il va le faire via un document qui va préciser la date du premier tour. Cette date du premier tour doit se tenir au plus tard le 90 jours après cette diffusion. Donc, ça va vraiment être cette information qui va permettre de lancer, d'enclencher la procédure d'élection du CSE. Cette information peut se faire via un mail envoyé à tout le monde, des mails avec accusé de réception. Il y a tout un tas de possibilités pour faire cette information. Ce qui est important, c'est qu'il faut que cette information, lorsqu'on la délivre, cela confère date certaine à cette information. Donc, il faut qu'on soit certain, qu'on puisse prouver que ça a été donné à telle date. Ça, c'est la toute première étape, c'est on informe le personnel. La deuxième étape va être on informe les syndicats afin de les inviter à faire des listes, mais surtout à venir négocier le protocole d'accord préélectoral. Ces syndicats, on ne va pas inviter n'importe lesquels, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Il faut inviter des syndicats qui peuvent être représentatifs dans l'entreprise, mais lorsqu'on a 11 salariés, on a rarement des sections syndicales mises en place dans l'entreprise. Donc là, il est très important de connaître la représentativité dans vos branches, c'est-à-dire au niveau de vos conventions collectives. Vous avez très souvent des arrêtés de représentativité qui vous diront quels sont les syndicats représentatifs dans votre branche qu'il faudra inviter. Très bien, merci. Et donc, ce calendrier est-il identique en cas de renouvellement de CSE, puisqu'on sait qu'actuellement, il y a beaucoup de renouvellement de CSE? Exactement. Lors d'un renouvellement du CSE, il va y avoir une petite subtilité. Ça va être tout simplement que ce processus électoral devra absolument être commencé 2 mois avant l'expiration des mandats. Pourquoi ce délai de 2 mois? Parce que le temps de faire toute la procédure, ça permet d'éviter de se retrouver dans une période où vous n'aurez plus d'élu, mais que votre élection ne sera pas terminée. Donc, vous vous retrouvez en plein délit d'entrave, que l'employeur se retrouve en plein délit d'entrave dans ce cas de figure. Donc, il faut absolument que l'employeur enclenche le processus 2 mois avant l'expiration des mandats. Et il fait également parvenir au syndicat cette invitation pour venir négocier le protocole. Donc, ça apparaît comme ailleurs. Donc là, c'est juste cette petite particularité. L'employeur doit absolument faire ça 2 mois avant cette fin des mandats. J'ouvre juste une petite parenthèse sur une question qu'on a régulièrement, c'est sur cette fin des mandats. L'élu du CSE, il est élu pour 4 ans. Donc, ça veut dire que son mandat prend fin à la date anniversaire de ces 4 ans. Si vous avez un nouveau CSE qui arrive, je profite d'en parler ici, ça n'a pas forcément grand-chose à voir avec le sujet, mais c'est une question qu'on nous pose souvent. Si l'employeur fait son élection et vous avez aujourd'hui, 19 septembre, vous proclamez vos résultats avec vos nouveaux élus. Vos nouveaux élus n'entreront en fonction qu'au lendemain de l'expiration des mandats des anciens. Le résultat de l'élection ne vient pas mettre fin au mandat qui était déjà présent. Il faut attendre l'anniversaire des 4 ans et le lendemain, les nouveaux élus prendront leur poste. Donc ça, c'était juste une petite parenthèse sur une question qu'on a souvent. Alors, Myriam, je ne t'entends plus, je ne sais pas si c'est que moi. Là, c'est bon? Je t'entends, oui. Ok, parfait. Alors, au niveau du protocole d'accord préélectoral, donc, tu as déjà bien développé qui participait à la négociation, mais que contient-il? Alors, qu'est-ce qui contient? En même temps, vu que j'ai vu passer une petite question, en même temps, je vous réponds de suite. Vous n'avez pas de convention collective, vous avez des syndicats représentatifs au niveau national qui peuvent exister, qui peuvent être invités. Donc, au niveau de cette négociation du protocole d'accord préélectoral, que se passe-t-il? Que contient-il surtout? Alors, la première des choses, lorsqu'on va négocier un protocole d'accord préélectoral, le mieux, c'est de préparer cette négociation
en s'aidant tout simplement d'un modèle, pour pouvoir savoir ce qui doit être mis dedans et ce qui peut être négocié. En cas de besoin des modèles, vous pouvez en trouver sur notre site Jury Travail. Donc n'hésitez pas à en utiliser un pour savoir vraiment qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce protocole et qu'est-ce qui sera négociable. Donc qu'est-ce qu'on va négocier dans ce protocole d'accord préélectoral? Déjà, les modalités d'organisation. À quelle date? Comment est-ce qu'on vote? Quelle heure? Qu'est-ce qu'on va négocier également? Ça va être la répartition des sièges entre différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux. Donc ça fait partie du gros de la négociation. Grosso modo, quels seront les sièges, les collèges électoraux et qui va dans quoi? Ça peut sembler un petit peu logique, assez simple comme ça, mais en pratique, ça peut être assez compliqué. Parce que parfois, on ne sait pas forcément si quelqu'un est employé, agent de maîtrise ou autre, parce que vous allez avoir des conventions collectives qui parfois sont très floues là-dessus. Donc ça peut parfois être un peu problématique. Et là, la négociation du protocole d'accord préélectoral va permettre de clarifier certaines choses qui ne sont pas forcément claires au niveau de la classification de la convention collective. On peut également négocier la répartition des sièges entre les différents établissements, s'il y a plusieurs établissements dans l'entreprise. On va également négocier la proportion d'hommes et de femmes composant chaque collège électoral, parce que vous avez une règle de parité, qu'on évoquera un petit peu plus tard. Donc tout ça également sera présent dans le protocole d'accord préélectoral. Ça fait partie des choses où on doit de toute façon négocier dans ce protocole. Il y a la possibilité également de rajouter beaucoup de choses. On peut ajouter des sièges, par exemple, partir du principe que vous avez une entreprise qui se porte très bien, qui recrute beaucoup. Donc on va se dire, certes, la loi nous impose d'avoir 3 titulaires, 3 suppléants, mais vu qu'on sait qu'il va y avoir des recrutements, on va avoir 6 titulaires, 6 suppléants. Ce genre de choses est possible. Et ça peut même être recommandé si vous avez une entreprise qui risque de recruter du personnel. Parce que gardez toujours à l'esprit qu'à partir du moment où votre protocole d'accord préélectoral est fait et que votre élection est enclenchée derrière, pendant 4 ans, on ne touchera plus à rien. Donc le nombre de salariés dans l'entreprise peut être multiplié par 10. Ça ne vous changera pas votre nombre d'élus. On en restera sur le protocole d'accord préélectoral, même si, comme je vois dans le chat, un élu démissionne, ça ne changera rien. Vous pouvez avoir des élus titulaires qui démissionnent, perdre plus de la moitié de vos titulaires, organiser des élections partielles, vous en restez sur le même protocole d'accord préélectoral sur l'ensemble de ce cycle de 4 ans. Donc des augmentations de salariés, du nombre de salariés, n'auront aucune conséquence sur le nombre de sièges. Donc ça peut être très intéressant de négocier dès le protocole d'accord préélectoral un nombre de sièges plus important si jamais il y a un risque d'évolution important du nombre de salariés. Il est également possible de négocier le nombre d'heures de délégation. Sachant que pour les heures de délégation, là aussi, gardez à l'esprit, alors, il n'y a pas de jurisprudence claire qui le dit, c'est une vieille jurisprudence qui, de mémoire, devait être sur le CHSCT. Votre nombre d'heures de délégation est susceptible d'évoluer de mois en mois en fonction de l'évolution du nombre de salaires. C'est une solution qui n'a pas été transposée au CSE, mais où la doctrine part du principe qu'il faut la transposer. Donc le nombre d'heures de délégation est peut-être moins important sur la négociation que le nombre de sièges. Le protocole d'accord préélectoral va également être très important concernant le nombre de collèges électoraux. Ça aussi, il faut en parler parce que la question se pose très souvent. La question, en fait, qu'on va se poser, c'est cette histoire du collège unique. Donc, grosso modo, au lieu d'avoir un collège employé-ouvrier, un collège technicien-agent de maîtrise, pourquoi pas un collège cadre, s'il y a plus de 25 cadres? On peut partir du principe qu'on va faire un seul collège pour que ce soit plus simple, parce qu'on peut parfois manquer de candidats, tout simplement. Et imaginez que vous ayez un collège technicien-agent de maîtrise où il n'y a qu'un seul salarié. Vous dites ce salarié, de toute façon, n'a pas l'intention de se présenter, ça vous fait déjà un poste vacant dès le début. Donc, il est possible, parfois, ça peut être intéressant de réfléchir à un collège unique. Le collège unique, on va le voir essentiellement dans 3 cas. Le premier cas, c'est lorsque vous avez moins de 24 salariés. Pourquoi, dans ce cas-là, vous avez un collège unique? Pour la simple et bonne raison que vous n'aurez qu'un seul élu.
Donc, un élu, vu que vous n'avez qu'un élu, on ne peut pas avoir plusieurs collèges. Donc, ce sera forcément un collège unique. L'autre cas qu'on va avoir, c'est lorsqu'il n'y a pas de salariés éligibles dans un collège. Si vous n'avez, par exemple, pas d'ouvriers employés, vous ne pouvez pas avoir de collège ouvriers employés. Donc, parfois, la force des choses fait que vous allez vous retrouver avec peut-être aucun électeur, aucun salarié dans un collège. Et dans ce cas-là, ce collège n'existe pas. La dernière option, c'est de négocier dans le protocole d'accord préélectoral le collège unique. Alors, collège unique, sauf si vous avez plus de 25 cadres. Si vous avez plus de 25 cadres, vous êtes obligé d'avoir un collège cadre. Mais il est possible de négocier le collège unique à l'unanimité dès lors que vous avez ce protocole d'accord préélectoral. Lorsque l'employeur ne négocie pas vraiment le protocole d'accord préélectoral parce qu'aucun syndicat ne s'est présenté, ce qui est souvent le cas lorsqu'il n'y a pas de section syndicale dans les entreprises, l'employeur ne peut pas mettre en place ce collège unique parce qu'il faut absolument que ce soit négocié. Ça, c'est une autre petite parenthèse que j'ouvre. Lorsque le protocole d'accord préélectoral, s'il n'y a pas d'organisation syndicale qui se présente, l'employeur fait seul ce protocole d'accord préélectoral. Si jamais il le fait seul, il ne peut pas mettre en place de façon unilatérale le collège unique. Donc dans son cas-là, il n'y aura pas d'autre solution, soit d'avoir moins de 24 salariés, soit d'avoir aucun salarié éligible dans un collège électoral, sinon il sera obligé d'avoir plusieurs collèges. C'est des questions aussi qu'on a régulièrement sur le fait, l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, un collège où il n'y aura qu'un seul salarié, on est sûr qu'il ne se présentera pas, eh bien, c'est pas grave, on est obligé de le mettre en place. Donc, ça fait partie des quelques exceptions qui peuvent exister. Donc, ça, je ferme la parenthèse. Donc, la négociation de ce protocole d'accord préélectoral, il y a beaucoup de choses à négocier dedans. Il ne faut pas hésiter à lancer ces négociations. Plus important, on va essentiellement se poser sur ces fameux collèges. Est-ce qu'on fait un collège unique? Est-ce qu'on garde plusieurs collèges? Quid des classifications lorsque la convention collective n'est pas d'une grande clarté? Et surtout, combien d'élus on met si l'entreprise est susceptible de recruter derrière? Il faut garder à l'esprit qu'une entreprise qui se développe beaucoup, qui va se retrouver avec beaucoup de salariés, s'il y a 4 élus pour 300 salariés, ça va être intenable. Donc, c'est très important de négocier ce point s'il y a des embauches susceptibles d'arriver. Alors, petit ajout auquel je suis très attachée parce que je le fais à chaque négociation de protocole d'accord préélectoral. On peut également négocier sur les formations et ouvrir les formations d'élus aux suppléants, par exemple. Parce que les suppléants peuvent être amenés à devenir titulaires un jour. C'est quand même mieux qu'ils aient pu bénéficier de la même formation que les titulaires en début de mandat, par exemple. Exactement. Et pour répondre à la question de Sabrina, c'est 24 équivalents temps plein. Et alors, pour répondre à la question de Catherine, on a chacun nos questions. Elle demandait à quel moment les directions doivent donner le nombre d'effectifs moyens. En fait, lors de la négociation du protocole d'accord préélectoral, toutes les informations sont fournies, bien évidemment, au syndicat, la répartition hommes-femmes par collège, le nombre d'électeurs par collège et le nombre d'effectifs moyens, évidemment, est communiqué également. Donc voilà, c'est vraiment un petit peu à ce moment-là que tout se joue également. Et les négociations se font avec la direction, effectivement, pour répondre à Rafik. J'en profite également, vu que je vous ai parlé de modèle de protocole d'accord préélectoral, je vous envoie tout de suite le lien dans le chat parce qu'il est dans un autre dossier. Oui. Donc, en cas de besoin, vous avez dans ce lien que je vous envoie le modèle de protocole d'accord préélectoral. Et si vous avez la moindre question sur le contenu de ce protocole d'accord préélectoral, vous pouvez poser gratuitement une question à notre équipe de juristes pour vous permettre de tester notre service. Donc, n'hésitez pas à vous en servir également. Je pense que Mylène va vous envoyer le lien par chat. Exactement. On vous répond normalement sous 24 heures. Là, souvent, au niveau des webconf, il y a beaucoup de questions, donc ce sera dans la semaine. Très bien.
Venons-en à notre troisième partie. Qui peut se présenter aux élections du CSE? Il faut respecter quelques conditions pour pouvoir le faire. Quelles sont-elles? Exactement. Pour pouvoir être candidat aux élections des CSE, la première des choses, c'est déjà d'être majeur. Alors, on peut voir parfois, si on fait des recherches sur Internet, on peut voir parfois l'âge de 16 ans. L'âge de 16 ans, c'est pour être électeur au CSE. Donc, c'est le droit de voter au CSE, c'est 16 ans. Et pour pouvoir être candidat, c'est 18. Il s'agit d'une règle qui est dite d'ordre public. Ça veut dire qu'elle est impérative. Il n'est pas possible de modifier cela dans le protocole d'accord préélectoral. Donc, 18 ans, on peut voter. Moins de 18 ans, 18 ans, on peut se présenter. Pardon, moins de 18 ans, on ne peut pas se présenter. Il faut également avoir travaillé et déjà être salarié de l'entreprise et également avoir au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise pour pouvoir se présenter. Petite règle assez logique, mais qu'on oublie souvent, pour pouvoir être candidat, il faut jouir de ses droits civiques. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir été condamné à une peine complémentaire qui viendrait vous priver de vos droits civiques. Alors, dans ce cas-là de figure, la question qui se pose souvent, c'est comment on le sait? Déjà qu'un salarié n'est pas ses droits civiques. Alors, que les choses soient très claires là-dessus, la jurisprudence est très claire. Déjà, vous avez une présomption, c'est-à-dire qu'on présume que les salariés jouissent de leurs droits civiques. Ça veut dire que c'est à l'employeur de démontrer qu'il n'aurait plus ses droits civiques pour exclure un salarié. Déjà, on n'exclut pas comme ça, il faut passer par le tribunal. Pour cela, l'employeur ne peut en aucun cas demander un extrait de casier judiciaire. Ça, c'est un arrêt du 15 juin 1995 de mémoire. Il est strictement interdit à l'employeur de demander aux salariés « Montrez-moi votre extrait de casier judiciaire pour que je puisse vérifier si vous êtes électeur ou éligible, donc si vous jouissez de vos droits civiques. » Donc la seule solution, en réalité, elle est assez simple, mais on y pense assez rarement. Pour pouvoir savoir si une personne jouit de ses droits civiques ou non, il suffit tout simplement de consulter la liste électorale en mairie. Donc auprès des mairies, vous pouvez, en tant que citoyen, consulter les listes électorales et vous pouvez même en demander copie sur papier ou CD-ROM. Ça reste un peu désuet, le CD-ROM, mais il n'y a pas encore les envois par mail, sachant que c'est payant, ce genre de choses. C'est aux mairies de fixer le tarif, il y a des plafonds maximum pour ça. Et il est possible d'obtenir copie donc, de ces listes électorales en prenant l'engagement de ne pas s'en servir à des fins commerciales. Donc en fait, pour savoir si un salarié peut être éligible, donc jouir de ses droits civiques, ça ne peut passer que par la consultation de cette liste électorale. Dès lors qu'il y a une contestation sur la capacité électorale d'un salarié, de toute façon, ça passe nécessairement par le tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort. Donc, ce sont des décisions qui sont insusceptibles d'appel, mais ça reste des procédures très lourdes qu'on ne voit quasiment jamais. J'aime bien ouvrir des parenthèses, donc je vais en rouvrir une. Vous avez peut-être entendu parler il y a quelque temps d'une décision du Conseil constitutionnel concernant les salariés assimilés à l'employeur. La question peut souvent tomber. Les salariés assimilés à l'employeur ont toujours été exclus de tous ces processus parce qu'on partait du principe que, dans la mesure où ils représentent l'employeur, il n'a pas à donner grosso modo, il n'a pas à donner son avis. Le Conseil constitutionnel a censuré tout cela. Donc, les salariés assimilés à l'employeur peuvent être électeurs, mais ils ne sont pas pour autant éligibles. Ils sont toujours exclus de l'éligibilité. Donc, ils peuvent voter, mais ils ne peuvent pas se présenter. Ce qui reste assez logique, il serait assez illogique de voir grosso modo la personne représentant l'employeur siéger avec les salariés, en même temps en tant que salarié, en même temps en tant que représentant de l'employeur au CSE. Donc ça reste quand même assez logique cette décision. Alors une petite question que j'ai vue passer par chat, une question d'Elsa. J'imagine que c'est une question que vous avez également régulièrement. Qu'est-ce qui se passe en cas de salarié qui n'aurait pas la nationalité française? Alors, le salarié étranger peut voter à partir du moment où il jouit de ses droits civiques. Le salarié étranger ne va pas avoir être complètement à part. Par contre, la question est assez bonne concernant la possibilité de vérifier et autres.
Je pense que le mieux serait directement de vous rappeler pour cette question parce que j'ai à peu près mon idée, mais je ne suis pas à 100% de moi. Pour moi, à partir du moment où il a un an d'ancienneté, il a un titre de séjour et de façon régulière en France, pour moi, ça ne pose pas de problème. Mais je préfère vérifier, donc c'est pour ça qu'on vous prévoira peut-être un rappel sur cette question. Très bien. Donc, Elsa, n'hésitez pas à poser votre question à nos juristes via le lien que Mylène a envoyé tout à l'heure. Elle sera transmise et vous serez rappelé puisque dans le formulaire pour poser la question, on vous demande votre numéro de téléphone. Je ne pense pas que ça me pose de problème, mais dans le doute, je préfère faire une petite vérification, sait-on jamais. Et pour répondre à Catherine, une personne assimilée à l'employeur qui met en place les élections du CSE peut-elle toujours être électrice? Oui. Peut être électrice, mais ne peut pas être éligible. À partir du moment où c'est un salarié assimilé à l'employeur, il faut quand même être salarié. Oui. Tout à fait. Alors, une petite question très, très pratique également. Comment et quand faire acte de candidature? Alors ça, c'est assez simple en réalité. Et c'est là, quand on veut candidater, où il faut être très attentif aux choses qui vous sont présentées. Il faut tout simplement lire le protocole d'accord préélectoral qui va fixer des modalités sur comment on se présente. La procédure, quelles sont les dates limites, etc., etc. Qu'est-ce qui est autorisé de faire, qu'est-ce qui n'est pas autorisé de faire, comme la propagande électorale, comment est-ce qu'on peut l'envoyer, etc., etc. Donc, il faut nécessairement consulter le protocole d'accord préélectoral qui va vous donner la procédure et les dates limites, parce qu'il y a toujours des dates butoirs pour présenter sa candidature. On ne peut pas présenter sa candidature 1 heure avant le vote. Donc, vous avez des dates butoirs qui sont présentes dans ce protocole d'accord préélectoral. Et si vous êtes intéressé à vous présenter, il faut absolument lire ce protocole. Alors, on sait que ces dernières années particulièrement, les gens ont un petit peu de réticence à se présenter. Ça se voit notamment dans des études de la DARES. Alors, histoire de les rassurer, bénéficie-t-on du statut de salarié protégé dès le dépôt de sa candidature? Et si oui, combien de temps? Oui. Alors, dès lors qu'un salarié se porte candidat au CSE, il bénéficie du statut protecteur dont bénéficient tous les salariés protégés, qu'ils soient membres du CSE, délégués syndicaux, médecins du travail, etc., etc. Vous avez toute une liste. Donc, dès lors que le salarié porte sa candidature, il bénéficie de ce statut protégé pendant une durée de 6 mois. Le point de départ de cette période de protection, c'est le jour du dépôt de la candidature. Donc, ce n'est pas la date de l'élection, hein, c'est vraiment le jour du dépôt. Donc, soit la date d'envoi par courrier recommandé de la candidature à l'employeur, tout dépend comment c'est prévu dans le protocole d'accord préélectoral. Mais le salarié bénéficie de cette période de protection pendant 6 mois. Donc, un salarié qui vient se présenter, si la question qu'on a pu avoir parfois la problématique se présenter, un salarié qui va se présenter dès lors qu'il a envoyé sa candidature, si un licenciement doit intervenir après, si une procédure de licenciement doit être enclenchée après, il bénéficiera du statut protecteur, il faudra l'autorisation d'inspection du travail. Petite subtilité, si le salarié qui se porte candidat est déjà engagé dans une procédure de licenciement, c'est-à-dire qu'il a déjà reçu une convocation à un entretien préalable, le statut protecteur ne fonctionnera pas. Oui, non, le droit est assez logique et cohérent là-dessus. Cette disposition qui dote le candidat du statut protecteur, ça empêche que l'employeur interfère dans les élections en mode non, je ne veux pas que lui soit élu pour ne pas prendre le risque qu'il soit élu, je le licencie. Mais effectivement, à contrario, un salarié qui serait déjà visé par une procédure de licenciement ne peut pas arriver en mode joker. Je me présente aux élections et vous ne pouvez plus me licencier. C'est assez cohérent. Alors, qui peut se présenter au premier tour et au second tour? Est-ce que ce sont forcément les mêmes personnes? Alors, la question, en fait, est assez intéressante sur ce point parce qu'effectivement, il y a une règle particulière sur cette histoire de premier et deuxième tour.
En tant que citoyen, on voit tous le premier et le deuxième tour. Lors des élections classiques, que ce soit municipales, présidentielles ou autres, donc grosso modo, au premier tour, tout le monde se présente. Au deuxième tour, seuls les deux premiers sont présents. Là, la logique est totalement différente. Les deux tours d'élection du CSE, elles sont liées au monopole syndical. Ça veut dire qu'au premier tour de scrutin, seuls les syndicats peuvent présenter des listes. Et donc, ce sont les organisations syndicales qui vont présenter leur liste. Un salarié lambda ne peut pas arriver en se disant « je me présente au premier tour », sauf s'il est adoubé, entre guillemets, par une organisation syndicale. C'est donc cette différence entre le premier et le deuxième tour. Au deuxième tour, on dit que les candidatures sont libres. Ça veut dire que le monopole syndical ne joue plus et que tout salarié peut présenter sa candidature, soit individuellement, c'est possible de présenter une liste incomplète, ou avec d'autres salariés pour présenter toute une liste. Très bien, merci beaucoup. Alors, je relisais quelques petites questions. Sabine qui demandait si le protocole devait être envoyé à chaque salarié. Alors, pas forcément envoyé, mais il doit être communiqué aux salariés par voie d'affichage ou sur l'intranet, par exemple. Il doit être consultable par l'ensemble des salariés qui ont fait la demande, en tout cas. C'est bien ça, Kevin, je ne dis pas de bêtises. Exactement. On va avoir deux grosses catégories de salariés, d'entreprises sur cela. On va vraiment avoir les entreprises plus dites de bureau qui vont utiliser énormément l'intranet et le boîte mail. On va avoir plus des entreprises de production ou de services avec des salariés qui ne travaillent pas sur un ordinateur personnel, on va plutôt utiliser encore la voie de l'affichage. Ça, on va vraiment avoir ces deux types d'entreprises qui va y avoir. Et une petite question de Laïla également. Oui, la règle des 3 mandats successifs est toujours d'actualité, mais on peut l'abroger, entre guillemets, dans le protocole d'accord préélectoral, par exemple. Oui. Voilà. Donc, ça fait partie de ce qu'on peut négocier dans le protocole d'accord préélectoral. Et pour répondre rapidement à Marine, si pas de syndicat représentatif dans l'entreprise, oui, vous devez malgré tout inviter les syndicats représentatifs au moment de votre branche. Donc, oui, vérifiez bien les arrêtés de représentativité dans les conventions collectives. Ce sont les arrêtés où on se demande un petit peu à quoi ils servent. C'est tout simplement pour vous dire quels sont les syndicats représentatifs dans votre secteur d'activité. Très bien. Alors, on va en venir à un sujet assez casse-tête pour les candidats, souvent. La constitution des listes. Comment on doit la composer, comment respecter la parité, comment est-ce géré par collège, les listes de titulaires et suppléants sont-elles identiques ou sont-elles différentes? Voilà. Je te laisse la parole. Alors, au niveau de la liste des candidats, qui donc est forcément présenté par un syndicat au premier tour, et au deuxième tour, où c'est plus libre. C'est un petit peu plus particulier. Que se passe-t-il si vous n'avez pas de candidat? Dans ce cas-là, vous n'aurez tout simplement aucun candidat au premier tour, ce qui ne vous empêche pas d'organiser un second. Donc ça, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Oui. Donc, au niveau de comment composer cette liste de candidats, alors déjà, la liste des candidats, on les fait par catégorie de personnel. Donc, dès lors que vous n'avez pas de collège unique, il vous faut déjà une liste sur chaque collège. Il est possible de mettre une liste sur le collège A et pas de liste sur le collège B si on n'a pas de candidat. Ce n'est pas une obligation de présenter partout. Donc, il faut absolument avoir une liste par collège. Attention, un salarié ne peut être membre que d'un collège. Vous ne pouvez pas être à la fois agent de maîtrise et employé. C'est là où ce sera parfois un petit peu compliqué de vous placer et c'est là où il faut régler absolument ça dans le protocole d'accord préélectoral si votre convention collective n'est pas claire sur la classification. Et il y en a beaucoup où, honnêtement, on ne sait pas si les gens sont employés, ouvriers, agents de maîtrise, cadres. Donc, c'est très important de faire ça pendant le protocole. Donc, on fait sa liste par collège, mais également on fait une liste de titulaires et une liste de suppléants. Parce que, en fait, les électeurs vont devoir voter dans un collège pour 2 listes. Ils vont devoir voter pour la liste des titulaires et également pour la liste des suppléants. Ce qui peut parfois représenter beaucoup de monde. Il n'est pas interdit qu'un candidat
qu'un candidat soit à la fois sur la liste des titulaires et sur la liste des suppléants. Ça, c'est possible. Il faudra par contre si jamais il est élu, il faudra qu'il opère un choix, donc à savoir être titulaire ou suppléant. En règle générale, c'est plutôt être titulaire, parce que sinon, il va falloir appliquer les règles de suppléance, mais ce n'est pas forcément le sujet de cette conférence. Donc, déjà, il faut donc constituer ces listes. Retenez bien, une liste par collège, et dans chaque collège, une liste de titulaires, une liste de suppléants. Au niveau de ces listes, il va également falloir respecter la parité. Il faut une représentation équilibrée des hommes et de femmes à due proportion. Ça ne veut pas dire qu'il faut du 50-50, ça veut dire qu'il va falloir avoir un nombre d'hommes représentant grosso modo en pourcentage le nombre d'hommes qu'il y a dans le collège, et un nombre de femmes représentant grosso modo en pourcentage le nombre de femmes qu'il y a dans un collège. Le calcul est assez complexe, on ne va pas forcément rentrer dans les détails parce que ça prendrait plusieurs heures. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer par le formulaire de questions gratuites. Cette représentation équilibrée dans cette élection est extrêmement importante parce qu'un non-respect peut entraîner l'annulation de l'élection par le tribunal. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les juges sont assez sévères sur ce type de choses et appliquent de façon assez stricte. Donc ça, c'est la règle de la parité, avoir une représentation équilibrée, non pas à 50-50, et ça je le répète systématiquement, mais à due proportion en fonction des pourcentages d'hommes et de femmes dans chaque collège. Quand vous faites votre liste également, il faut également savoir que vous êtes en droit de faire ce qu'on appelle des listes incomplètes. Il est possible, et même assez fréquent, qu'il n'y ait pas suffisamment de candidats, surtout dans les PME, qu'il n'y ait pas assez de salariés candidats. Ça n'empêche pas de faire une liste. Ce sera juste une liste incomplète, ce qui ne pose pas de difficulté en pratique. L'accord collectif, le protocole d'accord préélectoral ne peut pas interdire des listes incomplètes. Il est également possible de présenter un seul candidat. Alors ce sera une liste à lui tout seul, mais ce n'est pas interdit. On le verra surtout dans le cas des seconds tours, où vous avez des candidatures libres, des salariés soit qui ne savent pas vraiment, qui ne maîtrisent pas vraiment ce principe de liste, ou autrement, qui ne trouvent personne d'autre et qui vont se présenter seuls, et bien ils constitueront une liste à eux seuls. Si vous faites des recherches, vous tomberez sur une décision de la Cour de cassation qui a un peu tiqué sur cette règle du candidat unique. Il ne faut pas surinterpréter cet arrêt, c'est que dans cette affaire, qu'on voit très souvent en faisant des recherches, c'est qu'en réalité, le candidat unique a été mis en place pour échapper à la règle de la parité. Donc, il y avait une grosse part de mauvaise foi derrière. C'est pour ça qu'il y a eu cette condamnation. Donc, il ne faut pas surinterpréter cet arrêt. Et puis voilà. Alors, pour répondre, parce qu'il y a eu quelques questions sur la parité, et comme l'heure tourne vite et qu'on a encore quelques questions à voir ensemble, je vous envoie le lien vers une actualité qui traite du sujet de manière assez complète. Voilà, je vous l'ai envoyé sur le chat. Alors, ensuite, et ça malheureusement, ça arrive très souvent, que se passe-t-il en cas d'absence de candidature? Et il y a eu un changement qui a été opéré cet été concernant les entreprises de 11 à 49 salariés. Quel est-il? Alors, lorsque vous n'avez pas de candidat, au premier tour, eh bien, vous organisez un second qui sera libre, où les candidatures seront libres. Si à l'issue de ce second tour, il n'y a toujours pas de candidat dans l'entreprise, c'est là que l'employeur va devoir établir le procès-verbal de carence. Ce PV de carence, c'est un CERFA, il doit être établi par l'employeur et porté à la connaissance des salariés dans les 15 jours qui suivent son établissement et également à l'inspection du travail dans les mêmes délais. Cette transmission à l'inspection du travail se fait, je crois qu'on peut la faire par la téléplateforme, mais j'ai un doute. Si ce n'est pas le cas, c'est par courrier recommandé pour pouvoir lui conférer date certaine. Ce procès-verbal de carence, il s'établit à partir du moment où il y a une carence de candidats au CSE. Ça veut dire que ce procès-verbal de carence, on le fait à l'issue du deuxième tour.
Premier tour, pas de candidat, vous avez une carence au premier tour. Ce n'est pas la peine de faire un procès-verbal de carence, il y a un deuxième tour qui arrive, c'est qu'à l'issue du deuxième tour, où ce procès-verbal de carence devra être fait. Attention, lors du premier tour, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de candidat qu'il ne faut pas malgré tout bien remplir les résultats sur la téléplateforme, parce que ça va être important pour calculer les audiences syndicales. Ça, on le verra ça tout à l'heure. Donc, on ne fait pas de PV de carence, mais par contre, on remplit bien les formulaires qui se font en ligne désormais. Donc, ce procès-verbal de carence, on le fait bien à l'issue du deuxième tour. Qu'est-ce qui a changé cet été? Alors, ça va être en fait, sans rentrer dans le débat juridique qu'il y a derrière, lors du passage au CSE, il y a eu une différence, une controverse d'interprétation sur un texte, sur l'article 2314-5, et il y avait une grosse différence d'interprétation entre la doctrine et le Conseil constitutionnel d'un côté, et l'administration de l'autre. Donc, grosso modo, on partait du principe que lorsque vous étiez entre 11 et 20 salariés, si jamais vous n'aviez pas de candidature dans les 30 jours qui suivaient l'information des salariés, il y avait une dispense d'organisation de l'élection. Ça, c'était le débat qu'il y avait. Et l'administration, dans un question-réponse, alors ça n'a pas une grande valeur juridique, les questions-réponses, mais ça permet quand même de savoir l'avis du gouvernement sur tel et tel sujet. On partait du principe, donc, pas de candidat dans les 30 jours, pas d'élection. Ce qui était susceptible de poser quelques soucis, notamment d'un point de vue constitutionnel. Donc là, cet été, c'est là qu'il y a eu un grand changement. Alors, le changement est arrivé un petit peu en catimini parce que c'est simplement le CERFA qui a été modifié. Ce n'est pas un revirement de jurisprudence ou autre. Donc, désormais, lorsque vous avez une entreprise de 11 à 20 salariés, l'employeur doit malgré tout organiser les élections professionnelles, même s'il n'y a pas de candidature dans les 30 jours suivant l'information aux salariés. Donc, peu importe l'effectif de l'entreprise, même à 11 salariés, l'employeur doit enclencher le processus de façon classique. Il invite les syndicats à venir négocier le protocole d'accord préélectoral. À 11 salariés, il y a de très fortes chances que les syndicats ne se manifestent pas parce qu'il n'y a pas de section syndicale dans l'entreprise. Donc, il organise son premier tour. Il aura une carence au premier tour parce qu'il n'y a pas de syndicat. Il organise son second tour où les candidatures seront libres et l'employeur ne doit pas hésiter à faire un peu de pub auprès des salariés pour avoir des candidats parce que le CSE est extrêmement utile dans toutes ces entreprises, notamment pour négocier des accords collectifs. Et il faut toujours garder à l'esprit que le droit du travail évolue de plus en plus vers un droit d'accord collectif. On va laisser un maximum de place à la négociation au plus proche, au plus petit niveau. Et ça, c'est une tendance qui se développe de plus en plus. Donc, le CSE est très important pour ça. Et il vaut mieux avoir un CSE pour négocier ça que de devoir organiser des référendums d'entreprise qui sont un petit peu lourds à mettre en place et qui sont très loin d'être garantis de succès derrière. Donc là, l'employeur ne doit pas hésiter à faire un peu de pub pour avoir au moins un candidat pour pouvoir notamment négocier un accord en cas de besoin. Effectivement. Alors, nous abordons notre dernière partie sur les votes et les résultats. Donc, comment se déroule le vote? Et en cette époque où le télétravail est très largement répandu maintenant, comment mettre en place le vote électronique? Alors, comment se déroule le vote? Déjà, une réponse rapide à deux questions à deux possibilités de vote qui sont régulièrement demandées dans nos questions. Le vote par correspondance est possible à partir du moment où il est prévu dans le protocole d'accord préélectoral. Par contre, le vote par procuration est strictement interdit. Aucun texte ne permet de faire un vote par procuration au niveau des élections du CSE. Donc, c'est juste une petite parenthèse dans les questions qui tombent souvent. Sinon, comment est-ce que se déroule le vote? Là aussi, il faut se retourner vers le protocole d'accord préélectoral qui va fixer les dates, les lieux, les heures où les bureaux sont ouverts. Petit piège, protocole d'accord préélectoral qui va préciser, par exemple, le vote sera lundi de 8h à midi. Si à 10h, tout le monde a voté, on ne clôture pas le vote. Il faut bien attendre midi dans la mesure où le protocole d'accord préélectoral dit midi. Il faut vraiment appliquer ça au sens strict parce que ça peut avoir des conséquences assez lourdes derrière. Donc, dans ce cas-là, les assesseurs restent
dans le bureau de vote, même si ça ne sert à rien, mais il reste jusqu'à la clôture. Et ensuite, on peut procéder au dépouillement. Mais ça reste une opération, on va dire, assez logique de vote, qui n'a rien de très compliqué. Il faut se tourner vers le protocole d'accord préélectoral pour avoir tous les détails. Et il y a un nombre incalculable d'événements qui peuvent venir affecter un vote. Je vous ai donné un exemple, c'est une question que j'ai eue la semaine dernière sur cette histoire de tous les salariés qui étaient déjà venus voter. Dans ces cas-là, si vous êtes abonné chez nous, vous n'hésitez pas, vous me passez un coup de téléphone et on vous donnera la réponse, parce que le nombre d'événements qui peuvent se manifester est infini. Donc, comment le vote électronique, comment est-ce qu'on le met en place? Alors, le vote électronique, on peut le mettre en place, c'est de plus en plus souvent utilisé parce que c'est très pratique, en plus tout est automatisé, c'est extrêmement simple. Pour ça, il faut en priorité un accord collectif. Je ne vous parle pas de protocole d'accord préélectoral parce qu'en fait, cet accord, il est à part. Ce n'est pas dans le protocole d'accord préélectoral, c'est vraiment un accord à part. Donc, on le fait par un accord collectif en priorité. À défaut, l'employeur peut le mettre en place de façon un peu unilatérale en mettant en avant un cahier des charges. Donc là, comme je vous le dis, en fait, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus souvent, c'est on priorise d'abord l'accord, et c'est qu'en cas d'échec des négociations ou parce qu'il n'y a personne pour faire un accord, qu'on fait la mise en place un petit peu unilatérale. C'est pareil pour le télétravail, par exemple. Donc, on fait son accord, et puis ensuite, on finalise un petit peu dans le protocole d'accord préélectoral en renvoyant vers l'accord qu'on a fait. Et l'expression utilisée en règle générale, ça va être sans préjudice des dispositions relatives au protocole d'accord préélectoral. Donc, on va mettre ça dans notre accord et ensuite, on évoque rapidement dans le protocole d'accord préélectoral. Pardon, excusez-moi, j'ai du mal à trouver mes mots. Donc, il n'y a rien de plus à faire. Il faut garder à l'esprit. On tente la négociation. À défaut, on fait de façon unilatérale. Très bien. Alors, un autre sujet qui est souvent abordé et qui intéresse plus particulièrement les syndicats, comment calcule-t-on la représentativité syndicale? Alors là, au niveau de la représentativité syndicale, il va falloir regarder tout ça au premier tour. Alors, ça va aussi répondre à peut-être des questions qui sont posées, c'est comment est-ce qu'on passe d'un premier à un deuxième tour. On peut en parler à ce moment-là. Je vous explique très rapidement cette règle du quorum déjà, qui doit absolument être maîtrisée. Au premier tour, pour pouvoir être élu, il faut avoir atteint le quorum, c'est-à-dire qu'il faut avoir au moins la moitié des voix exprimées. Donc, on ne compte pas les bulletins blancs, nuls ou les abstentions. Donc, il faut obtenir la moitié, et si on a la moitié, là, on est élu. Si on n'a pas la moitié, on n'est pas élu, et on peut se représenter au second tour. Donc ça, c'est pour cette petite règle du quorum, dont j'aurais mieux fait de vous parler tout à l'heure, de le mettre ici. Donc, que le quorum soit atteint ou pas, la question ne se pose pas. Il va être très important, dès lors que vous avez des syndicats qui se présentent au premier tour, d'avoir les résultats. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, on ne fait pas de PV de carence à l'issue du premier tour. Mais si jamais vous avez eu un quorum qui n'a pas été atteint et donc vous n'avez pas d'élu, il faut quand même bien remplir les documents sur la téléplateforme parce qu'en fait, l'audience que vous allez avoir au premier tour est essentielle parce que c'est ce qui va permettre de mesurer l'audience électorale des syndicats. C'est ce qui va permettre de savoir qui est représentatif dans l'entreprise, mais également dans la branche. La représentativité, aujourd'hui, ça se gagne, on va dire. C'est pas comme, je crois que c'était en 2008, avant 2008, où vous aviez une présomption de responsabilité, de représentativité, pardon, et les 5 grands syndicats étaient toujours représentatifs. Là, il faut vraiment démontrer sa représentativité, donc démontrer qu'on a obtenu au moins 10% des voix lors du premier tour du CSE. C'est extrêmement important parce que si vous avez plusieurs syndicats qui se présentent, tous les syndicats qui ont eu plus de 10% seront représentatifs. Ça veut dire qu'ils auront un délégué syndical et qu'ils pourront négocier des accords d'entreprise et les signer. Le syndicat qui a moins de 10% n'est pas représentatif, donc il n'aura pas de délégué syndical, il aura un représentant de section syndicale, mais il ne pourra pas signer des accords.
Donc, la représentativité est très importante pour la signature des accords d'entreprise dans l'entreprise, mais également est importante pour la branche, pour savoir qui est représentatif dans la branche, et c'est aussi ce qui permet de mesurer l'audience électorale de chaque syndicat, dont vous avez régulièrement dans les médias la liste avec quel est le syndicat, grosso modo, le plus puissant, entre guillemets, de France, mais grosso modo, quel est le syndicat qui recueille le plus de voix en France. Pour répondre à la question de Nathalie très rapidement, élection PV de carence en 2023, faut-il réorganiser les élections? Oui, quand vous avez un PV de carence, vous relancez le processus électoral 4 ans après ce procès verbal de carence, sauf si entre-temps un salarié vous demande. Ça veut dire que lorsque vous avez un procès verbal de carence, 6 mois après, tout salarié peut demander à ce qu'on réorganise les élections. Si personne ne le demande, 4 ans après ce procès verbal, il faut réorganiser son élection. Donc la représentativité syndicale, sinon je suis un petit peu dévié un peu partout, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus clair derrière. La représentativité syndicale est essentielle pour pouvoir savoir qui est représentatif dans la branche et qui peut négocier des accords. Le quorum ne sert à rien pour le calcul de la représentativité. Le quorum, va vraiment être important pour savoir qui accède au second tour, si quelqu'un est élu ou doit passer par un second tour. La représentativité, c'est dès lors que vous avez 10% des suffrages exprimés. Pas toujours des suffrages exprimés. Alors, on va aborder, mais assez rapidement, comment sont attribués les sièges. D'autant qu'aujourd'hui, avec le vote électronique, tout le calcul se fait automatiquement. Ou alors, sur le CERFA, on est vraiment guidé sur prenez la colonne A, case B, divisez-la par... Enfin, vraiment, tout est expliqué. Mais je te laisse un petit peu détailler. Exactement. Alors, le règle d'attribution des sièges, c'est exactement le même que vous soyez au premier ou au second tour. Donc, grosso modo, comme l'a très bien dit Myriam, si vous passez par un vote électronique ou par un logiciel, ça vous fait tout automatiquement. Alors, moi qui suis très mauvais en mathématiques, je serais incapable de faire ce genre de calcul moi-même. Mais, grosso modo, pour vous donner un petit peu une idée, on attribue à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies qu'elle a recueilli au niveau du quotient électoral. Donc, grosso modo, on va attribuer, si vous avez eu 50-50 avec un siège chacun, un siège à celle qui a eu 50, un siège à l'autre. Si vous avez eu, par exemple, 3 sièges à pourvoir, vous en avez un qui a 49, l'autre qui a 51%. Et bien, quand vous faites votre quotient, ça vous fera un siège chacun. Et vu que vous avez 3 sièges, il y a le troisième qui sera attribué à la plus grosse majorité, donc à ceux qui ont eu 51%. Donc ceux qui ont eu 51% auront les 2 sièges, les autres auront le 3e siège. C'est un calcul assez complexe, honnêtement. Les logiciels permettent de vous le faire de façon assez simple, ou sinon, le formulaire SARFA vous indique, alors c'est tout un tas de colonnes à remplir, et vous faites les calculs et ça vous donne les résultats. Le SERFA, vous pouvez vous taper téléplateforme résultats CSE sur Google, vous tomberez directement dessus. C'est une téléplateforme directement en ligne. Alors, dernière question, comment l'employeur doit-il informer les salariés des résultats des élections? Alors, dès lors que les opérations de vote sont terminées, c'est là où on proclame publiquement les résultats. On a beaucoup d'applications du code électoral, donc il est possible d'assister au dépouillement. C'est pour n'importe quel salarié qui aura envie de savoir. Donc, on fait le dépouillement, on remplit les fameux SERFA. Alors, l'adresse exacte, c'est élection au pluriel, professionnel au pluriel.travail.gouv.fr. Mais vous aurez tous les SERFA dessus sans problème. Et en tapant sur Google, vous l'aurez. Et donc, on fait l'ensemble de ce calcul et on va proclamer donc les résultats. La chose un petit peu étrange, c'est qu'aucun texte ne vous oblige à afficher le procès-verbal de résultat dans l'entreprise. Donc, il n'y a pas forcément de façon directe d'information des salariés. Mais la plupart du temps, le protocole d'accord préélectoral précise que le procès-verbal est affiché. Sinon, s'il n'est pas affiché, dans les affichages obligatoires de votre entreprise, vous avez la liste des membres du CSE. Donc, les salariés sont informés du résultat, au moins par cet affichage obligatoire. Mais il vaut mieux, dans le protocole d'accord préélectoral, permettre l'affichage du procès-verbal. Ça fait plus de transparence, ça permet de savoir déjà aux salariés pour qui ils ont voté.
quels ont été les résultats, et ça permet de faire adhérer un peu plus les salariés à cette élection qui peut être très importante pour eux parce que le CSE est en mesure de négocier des accords en l'absence de délégués syndicaux ou, en tout état de cause, l'audience syndicale au premier tour permet d'avoir justement ces majorités au niveau des délégués syndicaux, surtout s'il y en a plusieurs. Donc ça permet que les salariés soient vraiment au courant de pourquoi ils ont voté et pour qui, et qui, grosso modo, a le plus de force, le plus de poids c'est la direction. Exactement. Donc, alors, juste pour conclure un petit peu aussi, donc, sont élus, le mandat commence après proclamation des résultats, sauf si le vote intervient. Vous avez surtout un petit peu aux élections trompées. C'est ça. La proclamation des résultats ne met pas fin aux anciens mandats. Il faut vraiment attendre. Voilà, tout à fait. Et donc, à l'issue de ces élections, la première réunion du CSE est généralement organisée dans le mois qui suit la tenue de ces élections. Il est important pour vous de la préparer. C'est celle qui vous permettra de désigner secrétaire, trésorier, enfin tous les membres du bureau, le référent harcèlement sexuel. Donc, commencez peut-être déjà à travailler entre les différents élus pour savoir qui fera quoi en fonction de ses affinités. Et enfin, je rappelle également que les élus peuvent demander un entretien à leur employeur en début de mandat pour clarifier avec lui l'articulation entre l'exercice de son travail, l'exercice de son mandat, sa vie privée, et voir également comment pourrait éventuellement être adapter les objectifs qu'il est supposé atteindre au niveau de son travail en tenant compte de l'occupation de son mandat. Exactement. Voilà. Et vous avez également, tous les élus bénéficient d'une formation, les titulaires, mais comme l'a très bien dit Myriam, on peut négocier dans le PAP le fait que les suppléants bénéficient aussi de ces formations. C'est très important. Et n'oubliez pas non plus que dès lors que vous avez un CSE de plus de 50 salariés, il y a un budget de fonctionnement qui est prévu, qui peut vous permettre de vous aider à faire tourner votre CSE. Au niveau de son fonctionnement, ce ne sont pas des œuvres sociales. Donc, c'est par exemple via ça que beaucoup de CSE prennent un abonnement, par exemple, chez Jury Travail, en utilisant leur budget de fonctionnement pour pouvoir les aider à répondre à toutes les questions qui peuvent se poser. Voilà, donc on a répondu à beaucoup de questions au cours de la webconférence. Donc là, je vous invite pour les questions restantes, parce qu'on est très en retard déjà, oui. Et je m'en excuse, mais le sujet était passionnant. Enfin, j'espère qu'il vous a passionné autant que Kevin et moi, en tout cas. Donc, n'hésitez pas à poser votre question directement à nos juristes. Ils vous contacteront et vous répondront avec grand plaisir. Donc, comme on vous l'a dit, Mylène vous l'a également envoyé les liens à plusieurs reprises. Donc, il y a 2 dossiers qui concernent vraiment les représentants du personnel concernant les élections. Celui sur les élections du CSE et le processus électoral, et celui sur la représentativité syndicale. Et vous avez également un modèle de candidature qui vous permettra de gagner vraiment beaucoup de temps. Voilà, il me reste à te souhaiter une excellente fin de journée, Kevin. Oui, et merci. Aussi. Et puis, vous souhaitez à toutes et à tous une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine webconférence chez Jury Travail. Exactement. Et dès jeudi prochain, pour les primes, si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Tout à fait. Bonne fin de journée à tous et à bientôt. Au revoir. Au revoir.